Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir, ça y est, c'est la rentrée et qui dit la rentrée dit aussi bien évidemment le retour de 85 chrono. L'été a été sportif mais croyez-moi, la saison qui arrive sera tout aussi riche en émotions et en moments forts, alors sans plus attendre, je vous propose de nous plonger dans l'actualité sportive du week-end passé et de retrouver le sommaire de ce soir. Et l'infosport du jour nous vient tout droit des Jeux paralympiques de Paris 2024. Médaille d'argent pour le Lyonnais Thibaut Rigaudot et son guide Cyril Viennot. C'était ce lundi midi en paratriathlon. On en parle dans quelques secondes avec un point aussi sur tous les autres résultats des Vendéens engagés aujourd'hui. Du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous irons sur le format M du triathlon qui se tenait hier dimanche. Parcours modifié, renversement de course et arrivée à suspense. Vous saurez tout de cette 13e édition. Un lundi de rentrée pour beaucoup, mais côté pelouse, les footballeurs, eux, ont déjà rehaussé les crampons depuis deux week-ends. Pour la deuxième journée de N3, nous étions samedi soir au stade Jean Léveillé pour suivre le derby entre Challans et la Châtaigneraie. Et puis enfin, en handball, le week-end était marqué par le tournoi Jean-Pierre Saurin, un tournoi de pré-saison à La Roche-sur-Yon pour 4 formations féminines du top niveau. Et avec sur le parquet, vous le verrez, la présence de 4 médaillés d'argent cet été aux Jeux de Paris. Voilà pour le programme, nous sommes le lundi 2 septembre 2024, 85 chrono, nouvelle saison, c'est parti. Et pour démarrer la saison, je vous propose de prendre la direction de Paris et des Jeux paralympiques. C'est l'information du jour en paratriathlon. Le Lyonnais Thibaut Rigaudot est allé décrocher la médaille d'argent ce lundi midi dans la catégorie des PTVI 3 réservée aux malvoyants. Et après une 4e place frustrante il y a 3 ans à Tokyo, le Vendéen de 33 ans monte donc enfin sur un podium paralympique après une course sensationnelle bouclée avec son guide Cyril Viennot. Après le bronze de Léo Bergère sur le triathlon fin juillet lors des Jeux olympiques, Thibaut Rigaudot rapporte donc à la Vendée sa deuxième médaille sur ces Jeux de Paris 2024. Et puis en paratriathlon, toujours, ce lundi était aussi le jour J pour Gladys Lemoussu, initialement programmée dimanche. Son épreuve a été reportée à aujourd'hui en raison de la non-baignabilité de la Seine. Alors ça, c'est la paranatation, on va y revenir dans quelques secondes. Et la montoise Gladys Lemoussu était partie à 12h35 justement du pied du pont Alexandre III. Elle termine à la 6e place, le même résultat qu'à Tokyo il y a 3 ans. Et puis, vous l'avez vu, vous le voyez juste derrière moi, la paranatation avec une très bonne nouvelle, c'est la qualification du relais 4x100 4 nages mixte. La lyonnaise Anaëlle Roulet, 28 ans, a lancé le relais tricolore avec sa spécialité en dos. Les Bleus sont allés chercher le 5e temps des séries et seront donc au rendez-vous pour la finale. Rendez-vous à prendre ce soir à 20h09. Et puis enfin, du côté de la porte d'Auteuil, cette fois à Roland-Garros, nos deux Vendéens, Gaëtan Mingui et Stéphane Houdet, étaient eux aussi en lice au 3e tour du tournoi de simple de tennis fauteuil. Match toujours en cours à l'heure où nous enregistrons ce lundi pour tenter de décrocher une place en quart de finale. Voilà donc de ce qu'on pouvait dire de ces Jeux paralympiques en ce lundi. Et puisque nous avons parlé paratriathlon, je vous propose désormais de passer au triathlon direction la côte atlantique vendéenne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 13e édition de l'événement qui a regroupé cette année un peu plus de 1500 personnes dans les différents formats de course, enfants, XS, S et bien sûr l'épreuve reine, la distance M. C'est elle que nous suivions tout particulièrement dimanche. Ils étaient un peu plus de 450 sur la grande plage de Saint-Gilles au départ de l'épreuve à 15h. Première difficulté du jour, la natation, 2 boucles de 750 mètres. C'est le Nazérien Hugo Ledeuf qui sort en tête. Derrière lui, un peu plus de 30 secondes derrière Elian Gabory. Place ensuite à 37 km 5 de vélo. Un parcours rallongé cette année. 3 boucles à négocier entre le centre de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les écuries de la Sauzet à Bretignolles-sur-Mer. Toujours en position de chasseur, Elian Gabory, que vous voyez ici à l'image, tente de parfaire son retard sur la tête de course. Mais ce dernier vient chuter sur le flanc gauche au niveau du rond-point de l'Océan. Mais le Gilo-Crucien reprend tout de même la route, bien éraflé au coude. À l'avant, cette fois, c'est l'heure de l'ultime transition. Encore 10 km à parcourir, cette fois à pied entre le Remblai et les terrains de tennis plus au nord. C'est sur cette partie qu'Elian Gabory va parvenir à rattraper puis à dépasser Hugo Ledeuf qui menait alors la course. Mais la fin de ce triathlon va réserver une arrivée à couper le souffle et au sprint. Alors dauphin, Hugo Ledeuf tente le tout pour le tout et va venir lancer son accélération dans la toute dernière ligne droite pour prendre le meilleur pour 24 centièmes seulement. À la photo finish, c'est le Nazérien qui l'emporte juste ici en 1h59 minutes et 35 secondes devant Elian Gabory. Mathias
Gourgue complète le podium. Et puis chez les féminines, un visage bien connu du triathlon qui s'impose, c'est Marine Échevin en 2h17 minutes. Elle venue de Cormaris qui s'impose pour la 5e année consécutive. Elle devance Laurent Pouvreau et Annabelle Texier. Je vous propose de l'entendre justement la vainqueur, précédée du vainqueur et suivie évidemment du président du triathlon de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Tous les trois répondaient au micro de Thibaut Grasset. Je sais que j'ai plutôt un profil nageur-rouleur, donc c'est le moment où il faut que je mette du temps. Donc à vélo, j'ai essayé de pousser, mais surtout en natation, c'est là où je dois faire les écarts, les maintenir à vélo et essayer de perdre le moins possible à pied. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais Elian a été très fort encore une fois. Il m'a pas laissé beaucoup de marge dans l'eau. Et après à vélo, il est revenu, il a chuté, donc j'ai réussi à maintenir un peu de temps. Et j'avais pas beaucoup d'espoir de le récupérer à pied, mais j'ai rien lâché, j'ai essayé de maintenir l'écart. Et j'ai vu qu'il avait une petite faiblesse, donc j'en ai profité. J'y croyais pas parce qu'au demi-tour à 500 mètres, il me restait encore 9 secondes de retard. Mais j'ai tout donné et j'ai essayé de voir ce que ça allait. Et franchement, je suis super content du résultat. C'est très bien, c'est une belle bataille encore avec Elian. On se croise beaucoup sur les triathlons dans la région, donc c'est très sympa de lui chipper une petite victoire parce qu'il en prend beaucoup jusqu'à là. Donc là, ici à la maison, ça fait plaisir. J'arrive avec beaucoup de pression, ça fait 4 années consécutives que je le gagne. Et je voulais être 5e, donc je savais qu'il fallait que je nage très fort pour pas que ça revienne derrière. Je sors 3e ou 4e, je crois, avec 45 secondes de retard, donc c'était plutôt bien parti. Et j'ai fait le forcing dès le premier tour vélo parce que je voulais vraiment prendre la tête le plus tôt possible. Et puis en fait, j'avais des bonnes jambes en vélo et à pied, et du coup, ça a creusé petit à petit, donc tant mieux quand ça se passe comme ça, c'est toujours bien. On est 1500 participants. On en a rajouté 300 par rapport à l'année passée, ce qui est énorme. Ça correspond à une course complète. On était complet sur le format S de ce matin, on était complet sur le format XS de ce matin, on était complet sur le format M cet après-midi. On avait 140 enfants, donc au total 1500 athlètes, 300 de plus que l'année dernière, malgré la météo qui n'était pas forcément au goût du jour, mais bon, le public est venu, les gens sont venus. Très peu d'athlètes qui ne sont pas venus parce qu'il faisait pas beau, parce qu'ils tiennent à participer à ce triathlon-là. Super édition, nouveau parcours vélo beaucoup plus long, beaucoup plus roulant. Donc je pense qu'on aura des bons retours. Mais content que ce soit fini quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup dormi là. Voilà, place maintenant à un repos bien mérité pour toutes les équipes du triathlon de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On ouvre désormais bien la première page football de cette saison et avant les images venues de National 3, un coup d'œil sur le classement du championnat de National 2, un championnat et un groupe B dans lequel on retrouvera cette année 3 formations vendéennes, la Roche-VF, les Herbiers, le Poiré-sur-Vie, jeunes promus. Et justement pour les jeuneaux, et bien l'apprentissage de la N2 et pour leur délicat, battu ce week-end 3-1 sur le terrain de Saumur, les joueurs de Rabi Zerwal demeurent lanterne rouge, vous le voyez ici avec un match en retard. Début de saison tout aussi compliqué pour la Roche-VF, défaite 1-0 samedi à l'extérieur face à Saint-Malo, un point de prix sur 9 possibles pour les Lyonnais 14e. Et puis du côté herbretais, enfin là aussi pas de point pris sur cette 3e journée. Le VHF s'incline aussi sur la plus petite démarche, 1-0 sur la pelouse de Privé Saint-Hilaire. Les Rouges et Noirs sont à la 11e place. Et après le bilan comptable de la N2, direction les terrains du championnat de National 3 pour la 2e journée. Place à un derby entre le FC Chaland et l'AS La Châtaigneraie Vendée Football, deux formations qui s'étaient imposées en ouverture de la saison le week-end dernier. Objectif donc confirmer la bonne entame de championnat au stade Jean Léveillé samedi soir. Et dans cette première période, ce sont les Chalandais qui vont véritablement se montrer les plus dangereux, notamment sur coup de pied arrêté comme ici avec cette tête d'Agama. Et puis Merceron, puis Mazicou à bout portant oblige Bretaigne à une première parade décisive. En face, peu d'occasions à se mettre sous la dent pour les Chataigneraisiens. Boton dévie complètement sa frappe. Pourtant malmenés, ce sont bien les hommes de Charles Devineau qui vont faire la différence. Mamadou Ndoye travaille côté droit et vient parfaitement servir Pierre Grelier. Le numéro 10 expédie ce ballon sous la barre. Ouverture du score à la 40e minute. La SC mène donc 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, la partie retrouve la même physionomie. Chaland domine mais peine à se montrer clinique dans le dernier geste. Regroupé en bloc bas, la Châtaigneraie joue davantage en contre, mais manque là aussi d'efficacité. 56e minute, Mazicou va venir s'insérer dans la surface, mais Cheminot s'interpose devant son gardien. Les visiteurs vont avoir la balle de break, mais sur ce centre de Talbot, Merceron manque sa remise, sans regret, puisque celui-ci était hors jeu. Chaland est plus précis sur coup de pied arrêté. Ndomba est tout proche de tromper le portier châtaigneraisien. La suite et la fin de match, elles sont à l'image de cette seconde période. Chaland tente le tout pour le tout, mais paye une nouvelle fois son manque de précision dans le dernier geste. En face, les hommes en bleu font le dos rond et conservent leur avantage. Victoire donc 1-0 de la Châtaigneraie qui enchaîne un deuxième succès en autant de matchs. Les réactions des deux entraîneurs, à présent Charles Devineau et Nicolas Lemétayer. C'est tout de suite et c'est au micro de Thibaut Grasset. Les entames de première mi-temps et même de deuxième mi-temps, on a été mis un peu sur le reculoir trop rapidement, à mon goût, même si on avait décidé de laisser l'initiative
offensive le ballon à cette équipe de Chaland. Petit à petit, on a été mieux en première mi-temps sur les sorties de balles. On a regagné un peu en justesse, on a rééquilibré le milieu de terrain et puis on a réussi à se trouver un peu mieux dans les intervalles donc, et être dangereux et notamment décisif avant la mi-temps. Après, en seconde mi-temps, on a trop reculé trop rapidement, trop facilement. On a 6 points en 2 matchs, c'est très bien pour nous, comptablement. Après, sur le contenu du match, j'attends mieux de l'équipe, notamment avec le ballon. Mais il ne faut pas faire la fine bouche. L'année dernière, on a attendu longtemps avant d'avoir notre première victoire. Donc, on ne rechigne pas la tâche. Les joueurs ont fait une préparation compliquée. Maintenant, ils sont récompensés de leurs efforts. Et c'est ce qui, encore une fois, fait notre bonheur aujourd'hui. J'ai envie de dire c'est une frustration déjà d'avoir... de ne pas avoir pris au moins un point sur ce match-là, vu le contexte et vu la physionomie. Après, on était prévenus, on savait que sur ce que la Châtaigneraie nous proposait, on était plutôt sur ça, c'est-à-dire une récupération-projection. On se fait avoir sur cette première mi-temps où on doit mieux défendre. Et puis étant mené au score, effectivement, on appuie, mais... effectivement dans les 30 derniers mètres il nous manque de la justesse, il nous manque la dernière passe, l'avant-dernière passe. Oui, peut-être un brin de réussite, mais la réussite faut la provoquer, faut la chercher. Et c'est frustrant et décevant. Après on n'est qu'au deuxième match, il y a des choses à régler bien sûr, qu'on s'en serve sur nos prochains matchs. J'ai horreur d'être frustré à la sortie d'un match. Là les joueurs sont très frustrés et moi aussi. Parce que on sentait qu'on avait la capacité de faire mieux et on n'a pas su faire sauter le verrou tout simplement. Chaland, qui était en tête en classement à l'issue de la première journée, pointe désormais à la 5e place. De leur côté, les Châtaigneuraisiens engrangent 6 points sur 6 possibles et sont seuls leaders après 2 matchs disputés. Et puis un point aussi sur les 2 autres clubs engagés dans cette même poule. Défait lors de la première journée, le Vendée Fontenay Foot a décroché son premier succès de la saison à domicile face à la réserve du FC Nantes 1-0. Le VFF se classe 10e. Et puis 4e et dernière formation vendéenne, La Roche ESO, qui fait son retour cette saison en N3. Les Ornésiens font eux aussi tourner le compteur à points pour la première fois avec cette victoire contre Choret, même score 1-0 samedi à Saint-André-d'Ornay. Le SO est 9e. Et puis avant de remettre le ballon rond au vestiaire pour ce soir, un mot de la Coupe de France puisqu'il avait lieu ce week-end le 2e tour de la compétition. 22 clubs vendéens ont réussi à s'extraire de leur confrontation. Vous les voyez ici à l'image sur cette infographie. Fin de parcours en revanche pour les 14 autres formations du département. Prochain rendez-vous pour tous ces qualifiés dans 2 semaines, le dimanche 15 septembre pour le 3e tour qui sera marqué par l'entrée en liste des clubs de National 3. Et si sur les terrains de football, c'est déjà l'heure de la reprise, ce n'est pas encore le cas pour le handball. Pour nos clubs vendéens, la première, ce sera ce week-end. Mais pour autant, le hand avait déjà investi la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon vendredi et samedi. C'était à l'occasion du trophée Jean-Pierre Saurin, ancien président du club de La Roche-Vendée Handball qui organise l'événement et qui avait beaucoup œuvré pour le handball féminin. Une 2e édition de ce tournoi de préparation qui regroupait 4 équipes de la Ligue Butagaz Énergie, la première division féminine, Brest, Dijon, Chambray et Paris 92. Et après les 2 premières confrontations de vendredi, place à la petite finale en ouverture samedi. Dijon en mauve affrontait Chambray maillot noir et ce sont les Chambrésiennes qui réalisent la meilleure entame de partie, d'où les défenses sont bien regroupées et prennent le pas sur les attaques. En contre, les Bourguignonnes se montrent bien plus tranchantes et recollent à 9 partout, mais ce sont bien les joueuses en noir de Chambray qui mènent les débats à la pause 16-12. Dijon reprend les rênes au cours de la 2e période. Chambray recolle, repasse à +2, mais finalement à 5 minutes du terme, Dijonnaises et Chambrésiennes sont toujours au coude à coude et dans une fin de partie débridée, c'est l'attaque bourguignonne qui brille le plus. Dijon s'impose finalement 28-26 et monte sur la 3e marche du podium de ce trophée Jean-Pierre Saurin. Alors qui, désormais, pour récupérer la première place et remporter la 2e édition du tournoi? Pour le savoir, il fallait assister à la seconde rencontre samedi, la finale opposant Brest, Bretagne Handball et le Paris 92. Les Bretonnes en maillot rose vont rapidement imposer leurs pattes dans cette finale. Sur le papier, il faut dire, le BBH part largement favori avec 4 internationales médaillées d'argent aux Jeux Olympiques cet été à Paris. Les Françaises Paoletta Fopa, Coralie Lassource, Méline Nokandi et Oriane Ondono. Dans un début de rencontre plus débridé, Brest mène rapidement 7-4. En face, le club d'Issy-les-Moulineaux tient la marée un temps jusqu'au quart d'heure de jeu, moment choisi par l'armada brestoise pour faire la différence, notamment en attaque placée. Les Bretonnes sont à +5 à la pause, 19-14. De retour sur le parquet de la salle Omnisport, le BBH s'envole et accroît de nouveau son avance.
Même si là aussi, de part et d'autre, tout n'est pas encore parfait, que de nombreux réglages restent à peaufiner. La partie proposée au public lyonnais est plaisante. Les Brestoises gèrent parfaitement cette suite de finale et mènent 25-19 à l'entame des 10 dernières minutes. Fin de match maîtrisé et sans accroc, en soignant même la différence de but, sans jamais trembler. Donc vraiment, c'est Brest qui s'impose et remporte la deuxième édition du trophée Jean-Pierre Saurin. Succès 32-22. Au micro de Julien Comte, je vous propose de retrouver plusieurs réactions, côté BBH puis Paris 92, et puis un mot enfin avec Joël Soulard sur l'importance de ce tournoi de pré-saison. Par rapport à hier, on voulait mettre l'accent sur la défense. La défense, être un petit peu plus ensemble, regroupés. Et je crois qu'on l'a bien fait cet après-midi. Il y avait une belle énergie défensive. On a varié les systèmes, on a passé un peu de temps à 1-5 aussi, on a récupéré pas mal de ballons. Donc c'est important pour nous d'avoir plusieurs options tactiques en défense. La suite, c'est repos demain et on attaque la semaine avec le premier match de notre saison contre Vipers en Ligue des Champions. Forcément, il y a des petites choses à revoir dans la mesure où on a eu peu d'entraînement tous ensemble la semaine dernière. Donc on a encore une semaine pour préparer le match de samedi du mieux possible. C'était un bon tournoi de préparation, c'était un bon tournoi où on a pu faire jouer tout le monde aussi, c'était important. Que tout le monde se sente impliqué dans le projet. C'était un match assez complet, on fait quand même pas mal de pertes de balles, je pense que c'est la chose qu'on peut gommer sur ce match-là. On court beaucoup, on marque des buts, on n'en prend pas tant que ça aussi, je crois qu'on en a pris 22, quelque chose comme ça. Donc ça c'est positif défensivement. Offensivement aussi on marque 32 buts, donc un match très positif, je pense que juste ce qu'il y a à gommer c'est les pertes de balles. On a travaillé beaucoup sur le secteur défensif. Aujourd'hui, c'était évidemment un match très difficile pour nous, physiquement premièrement, parce que 2 matchs en 2 jours, on n'a pas suffisamment de rotation pour pouvoir mettre l'intensité qu'on souhaite mettre à chaque match, notamment en défense. On a été en confrontation avec une armada très élevée qui joue la Ligue des Champions. Les rotations ont été compliquées forcément pour nous, mais les joueuses ont été présentes et je suis assez satisfait du travail qu'on a accompli et du rendu qu'on a sur les modifications qu'on a voulu apporter. C'est important à la fois pour le club de La Roche-sur-Yon puisque c'est un événement qui permet de mobiliser l'ensemble du club. Plus de 70 bénévoles travaillent sur ce tournoi pendant 2 jours. Donc ça permet de mettre du lien au sein du club. C'est important pour le handball vendéen parce que ça permet de montrer à tous du très haut niveau handballistique féminin. On a 4 vice-championnes olympiques sur le terrain cet après-midi. Et je pense que c'est important aussi pour la ville parce que ça fait une animation sportive supplémentaire de très haut niveau. L'heure de la rentrée sportive, donc je vous le disais, et ce lundi de septembre est bien aussi évidemment bien riche sur le plan de l'actualité plus générale. Et pour en savoir plus justement, je vous propose de retrouver les titres de l'édition du Journal du Soir de TV Vendée. Et ce soir, c'est Aurélien Huard qui est aux manettes du JT préparé par la rédaction. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Au programme du journal de TV Vendée, la rentrée des classes, bien sûr. Les vacances sont terminées pour près de 110 000 écoliers, collégiens et lycéens en Vendée. Nous avons suivi plus particulièrement la première rentrée du petit Tommy dans une unité dédiée aux enfants autistes. Et puis en cette période de rentrée, de nombreux forums d'associations sont organisés un peu partout dans le département. Nous irons découvrir celui de Chaland qui s'est tenu ce week-end avec plus de 100 associations présentes. Et puis un peu de sport aussi dans ce journal avec le stage de karaté organisé au Vent d'Espace. 90 karatékas étaient réunis, dont certains en pleine préparation pour les championnats du monde. Voilà pour les principaux titres. Bonne fin d'émission à vous, Alexandre. Et puis allez, avant de se quitter, 2 informations à vous communiquer. La première, en basket, avant de démarrer bien une nouvelle saison dans l'élite dans un peu moins d'1 mois, le RVBC poursuit sa préparation. Défaite lors des 2 premières sorties, les Tigresses joueront face à Landerneau demain soir, mardi 3 septembre 2024. Vous avez le programme sous les yeux, coup d'envoi à 19h de ce 3e match de pré-saison qui sera délocalisé, notez-le bien, du côté de Sallertaine. Et puis enfin, une dernière information qui concerne cette fois l'actualité cyclisme. Dimanche, à la Chaise-le-Vicomte se tenait la 6e et dernière manche du Challenge Thomas Vauclair, une épreuve réservée aux U15 et aux U17. Chez les moins de 15 ans, au classement général, la victoire finale revient à Ethan Vallée de l'Union Cycliste Sud 53. Côté vendéen, on notera la belle 3e place de Jules Bousseau du Vélo Club Agésinat. Et puis du côté des moins de 17 ans, c'est Alban Picard du Club Cycliste Marmande qui remporte ce challenge dans sa catégorie d'âge. Un challenge qui avait débuté en mars dernier. Souhaitons en tout cas à tous ces jeunes coureurs la même réussite.
qu'un certain Thomas Vauclair qui donne le nom à ce challenge. Voilà pour tout le tour de l'actualité sportive de ce lundi 2 septembre 2024 et on ne change pas les bonnes habitudes cette année. Comme le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, je vous donne rendez-vous dès ce jeudi à 18h45 pour le 85 chrono du jeudi avec les invités et les chroniqueurs. D'ici là, très belle fin de soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée.